Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix d'Italie. Grand Prix qui a été marqué par les tenues jaunes de Ferrari, parce que oui, mine de rien ça choque un tout petit peu, mais c'était pour une bonne raison. Et aussi par Nick De Vries qui aura connu un week-end pour le moins peu commun. Et aussi par une petite tentative de stratégie de la part de Ferrari. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah ça vous le saurez plus tard dans la vidéo. Du coup, comme d'habitude, débrief pilote par pilote et on va commencer par Sébastien Vettel. Bon, autant le dire, c'était pas un bon week-end non plus pour lui. C'était pas bien parti. Après, il profite du jeu des pénalités pour démarrer, on va dire, en plutôt bonne position, mais non, clairement, c'est pas ça. Ouais, c'était malheureusement bien parti pour être un très mauvais week-end et c'est terminé vraiment pourri, un week-end pourri, un problème de moteur. Voilà, bon, ça c'est vraiment pas de bol. De toute façon, c'était un mauvais week-end. Pour Fernando Alonso, c'était plutôt bien, mais malheureusement, la pression d'eau, c'est dommage. Parce qu'il y avait quelques points à aller chercher, peut-être pas beaucoup, mais c'était suffisant pour au moins limiter un peu plus la casse par rapport au McLaren. Mais ouais, c'est dommage pour lui qu'il ait eu ce problème-là. Dommage, il faisait une bonne course. Et pour Lance Stroll, bon, c'était compliqué, très franchement. C'est pas... Ouais, c'est aussi un mauvais week-end, très franchement. Je dirais même que ouais, c'est un petit peu meilleur que Vettel, mais de toute façon, c'était pas bien parti pour lui. Ensuite, nous avons comme dernier non classé. Ah, Danny, c'était son heure de gloire. Il était là, ton heure de gloire. Ah, qu'il a pas de bol. Il n'a pas de bol avec cette voiture qui lâche au tour 45 et qui arrête la course du coup. Parce que clairement, c'est ce qui s'est passé, ça a arrêté la course. C'est vraiment dommage, franchement. C'est terrible pour lui. Il aurait mérité d'avoir ses points. Il était en 8e position. Il aurait dû avoir les points de la 8e position, très clairement. Et en plus, voilà, quand tu compares à son coéquipier, qui était certes meilleur pendant les essais et les qualifs, au moins il avait réussi à prendre le dessus parce que Lando Norris avait foiré son départ. Et bon, il y a eu le jeu des stratégies entre les deux, après, entre lui et Lando Norris, et c'est Lando Norris au final qui est repassé devant, certes, mais il y avait du mieux. Il y avait du mieux, on sentait qu'il y avait quelque chose. Mais voilà, comme je dis, la voiture a tout fait foirer. C'est dommage parce que c'était un bon, voire peut-être pas très bon, je vais peut-être... Ah, quoique. Entre le fait qu'il ait réussi à se défendre sur Pierre Gasly, bon, il pouvait pas se défendre contre les Mercedes. Bon, je vais mettre très bon parce que bon, vous savez que j'adore Daniel Ricciardo, très franchement. J'ai peut-être un poil trop généreux, mais vous savez quoi, je m'en fous. Je m'en fous. J'étais content de revoir Daniel Ricciardo sur le devant de la scène, même si bon, voilà, il est resté derrière Lando Norris, mais voilà. J'ai envie de mettre très bon, voilà. Voilà, je suis pas objectif, mais en même temps, qui peut être objectif là-dessus Voilà. J'ai jamais prétendu être objectif à 100%. Ensuite, 16e position, Kevin Magnussen. Bon, là, c'est compliqué. C'est pas de bol pour lui. Bon, il y a eu la pénalité de 5 secondes, mais même, il n'avait pas de solution. Vraiment, c'est vraiment un très mauvais week-end, mais je me demande quelle est la part entre le pilote et la voiture, parce que ça fait depuis plusieurs Grands Prix que les As se sont effondrés, alors que pourtant on croyait qu'il y avait quelque chose avec les As, mais là, cette deuxième moitié de saison, même je dirais à peu près depuis le deuxième tiers de la saison, donc au bout de 7-8 Grands Prix, on sentait que les As... bon, il y avait des cumuls d'erreurs de la part des pilotes, mais là, ça commence à faire beaucoup. Très mauvais week-end pour Kevin Magnussen en tout cas. Nicolas Latifi, est-ce que j'ai besoin de préciser?
Surtout, surtout quand je vais parler du cas de Nick De Vries. Donc voilà, donc très mauvais. 14e, Yuki Tsunoda. Bon, c'était un peu compliqué aussi hein, pour Yuki Tsunoda, mais très franchement, quand on voit ce qui se passe, bon, je veux bien admettre qu'il peut y avoir un peu de circonstances peut-être un petit peu atténuantes, mais dans les faits, ça reste un très mauvais week-end pour Yuki Tsunoda. Valtteri Bottas, Valtteri Bottas, ça fait un moment que maintenant que il lutte avec son coéquipier. Bon là, il y a eu les pénalités, donc ça n'a pas aidé évidemment. Mais ouais, se retrouver 13e derrière une As. Bon, après là, avec les temps qu'il y a, c'est évidemment c'est pas parlant parce que vous savez comment ça a terminé la course. Mais ouais, c'est franchement dommage pour Valtteri Bottas. C'est pas un bon week-end. Bon, je vais juste mettre mauvais. Voilà, parce que je peux pas mettre vraiment plus haut. C'était un mauvais week-end et c'est comme ça. Hein. Bon, il y a des moments sans et Mick Schumacher, par contre, lui, ouais, bah, il avait beau démarrer en 17e position, ce qui est quand même pas mal, hein, mine de rien. Il a remonté de quelques places. Et il a, mais par contre, ouais, bah 17e position. Sauf que si on regarde avant les prises en compte des pénalités, il avait démarré 20e. Bon, c'est un peu mieux quand même que un certain Kevin Magnussen qui lui avait démarré, qui était 19e et qui a au final démarré 16e. Mais au moins il est repassé devant son coéquipier. Mais ouais, bon, allez. Je vais mettre moyen, plutôt moyen. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit correctif sur le précédent débrief. Alors je l'ai marqué en commentaire épinglé dans le débrief précédent, mais je pensais que Mick Schumacher avait complètement foiré sa course et que c'était de sa faute, mais non, c'était dû à un pit stop de 10 secondes. Donc voilà, je corrige là-dessus et je considère qu'au final il a fait un plutôt bon week-end sur Zandvoort. Voilà. Petit correctif là-dessus qui me semble important de préciser parce que voilà, bon bah j'avais pas fait gaffe à ce détail, donc du coup évidemment ça change complètement la physionomie de la course. Mais sur ce Grand Prix, voilà, là c'est moyen. Esteban Ocon, il y est presque, il y est presque. Bon, ce qui est sûr, c'est que bon, il a démarré 14e, mais après, vu le rythme qu'il y avait devant, c'était pas non plus évident. Donc ouais, c'est compliqué, mais ouais, il manque évidemment le point, le point de la victoire, enfin de la victoire, le point de la 10e position qui aurait permis d'éclaircir tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Et puis même, il y avait un écart avec de toute façon. Donc ouais, plutôt moyen. Je vais être sympa, je vais mettre plutôt moyen pour Esteban Ocon. Mais bon, je suis pas hyper inquiet. C'était juste que les Alpines, bah, c'était pas leur Grand Prix. Voilà, il y a des moments comme ça, c'est pas leur Grand Prix. 10e position, Zhou Guanyu. Ah, franchement, c'est super pour lui et c'est super par rapport à Valtteri Bottas. J'aime bien Valtteri Bottas, hein, voilà. Mais force est de constater que ouais, bah, Zhou Guanyu, il a été bien meilleur. Et c'est bien récompensé, franchement, c'est super. Il était sur le point de ne pas avoir de points. Bon, évidemment, Daniel Ricciardo qui a eu un problème technique, bah, évidemment, ça aide. Et très franchement, ça sauve la mise pour Zhou Guanyu. Voilà, c'est super. Franchement, c'est super pour lui. Je suis content. Donc, bon week-end. Et là, en 9e position, nous avons Nick De Vries qui a passé un week-end improbable. Alors, ça commence pour les P1. Il travaille pour Aston Martin. Il est en remplacement de Sébastien Vettel, si je dis pas de bêtises. Il était en remplacement de Sébastien Vettel, chose commune hein, dans les F1, de laisser la première session à d'autres pilotes, hein, ça peut arriver, donc là c'est arrivé. Et il s'était plutôt bien débrouillé, hein, mine de rien. Bon après, c'est vrai que les Aston Martin,
Voilà, bon, c'est pas rapide. Il avait fait le taf pour Aston Martin. Et là, il s'apprêtait à avoir pour la suite du week-end, voilà, tranquillou, pépère, en train de boire son café et être peut-être avec Mercedes pour voir, voilà, pour voir comment ça se passait les courses. Sauf que ben, Alexander Albon a eu un problème de santé, il a eu l'appendice et il a dû être opéré rapidement. Ce qui fait que qui c'est qui est parachuté là? C'est Nick De Vries. Quel bol pour lui, d'un côté. Bon, c'est vrai que bon, c'est bien pour Nick De Vries, hein, très franchement, mais j'aurais préféré voir Alexander Albon, évidemment, parce que ça veut dire qu'il était en bonne santé. Mais bon, voilà, c'est des fois il y a des occasions comme ça qui arrivent. Voilà, ça prévient pas. Bon bah. Mais au moins, même avec une préparation en catastrophe pour commencer dès les FP3, il a surclassé Nicolas Latifi. Il l'a surclassé, mais pas qu'un peu. Et en plus, il se permet le luxe de marquer des points. 2 points. 2 points vraiment précieux pour Williams. Incroyable. Quelle performance il a fait Nick De Vries. Très peu d'erreurs en plus. Et sur une voiture qu'il ne connaît pas. Là, on parle d'un gars qui ne connaît pas la Mercedes, qui a juste eu 3 séances en tout, donc en comptant la course, pour apprendre à connaître la voiture. Donc au moment où il a fait la course, il avait que 2 séances, et au moment où il a fait les qualifications, il ne connaissait la voiture que depuis seulement 1 heure. Il avait fait qu'une heure de course. Donc ouais, non, franchement, Nick De Vries, c'est une performance monumentale qu'il a faite. C'est franchement, voilà, c'est peut-être le remplaçant de Nicolas Latifi pour moi, hein, parce que là, par rapport à un pilote qui connaît l'écurie, qui connaît la voiture sur le bout des doigts, il la connaît techniquement par cœur. Ça fait depuis 2020 qu'il est qu'il est en F1 et que ça fait depuis 2020 qu'il est avec Williams. Ouais, non, là, c'est la fin pour Latifi, hein. Très franchement, je ne vois pas qui pourrait le reprendre. Franchement, même Williams, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire pour reprendre cette voiture. Parce que, certes, il y avait l'aide financière qu'il apportait, Nicolas Latifi, pour Williams. Mais à l'époque où il apportait cette aide, c'était une époque où c'était la famille Williams qui était à la barre. Maintenant, ce n'est plus la famille Williams. Et on a un propriétaire qui semble avoir un peu plus d'argent. Donc, ce qui fait que l'argent de Latifi, bon, on le prend quand même, hein, mais c'est moins impactant. Je pense qu'ils peuvent avoir les reins suffisamment solides pour s'en passer. Donc du coup, ouais, Nicolas Latifi, qui profite bien de ses dernières courses, hein. Pour moi, c'est clair et net, c'est ses dernières courses. Mais par contre, Nick De Vries, il doit être en F1. Il faut qu'il soit en F1. Ça fait un moment que voilà, bah, il a juste eu pas de bol que d'avoir gagné la F2 trop tôt en fait. C'est ça son problème, c'est que il a gagné la F2 beaucoup trop tôt. C'est c'est bizarre de dire ça, mais ouais, c'est effectivement le cas. Le problème, il n'y a plus de place pour Mercedes. Voilà, les places elles sont occupées. Elles étaient occupées par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à l'époque. Et on pouvait pas caler un autre pilote, tout simplement. C'est dommage parce que voilà, il y a un potentiel, il est là. Et s'il a remporté le championnat de Formula I, bon, c'est très différent la Formula I, je le conçois, mais ça prouve que voilà, il y a quelque chose qui sommeille en lui. Il y a quelque chose, il faut qu'il soit en F1. Après, Williams, bon, c'est certes pas l'écurie la plus rapide, mais bon, si ça permet de forger les pilotes, et notamment un certain George Russell, je suis preneur, hein. Mais il faut vite qu'il soit dans une top team après. Mais bon, déloger Lewis Hamilton, à moins qu'il fasse vraiment une saison de merde, ou George Russell qui fasse... pour le déloger, là, ça va être compliqué. Très compliqué. Mais ouais, bravo Nick De Vries, bravo d'avoir assuré le taf pour Williams. Son avenir doit être en F1.
Il faut qu'il fasse une AD de F1 au moins là-dessus. Vraiment un excellent week-end pour Nick De Vries. Hein. Franchement, excellent week-end. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il a été meilleur que d'autres pilotes, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, de son week-end complètement fou, il faut vraiment le souligner et il faut vraiment mettre ça en avant parce que il a été incroyable. Et il a failli même pouvoir lutter avec un certain Pierre Gasly, ce qui était cocasse hein, quand même. Et ça aurait été super. Mais bon, déjà 9e position, on prend, c'est 2 points superbes pour Williams. Ensuite, 8e position, bah, évidemment Pierre Gasly. Pierre Gasly qui ça a été compliqué hein, à être derrière les McLaren. Il le dit lui-même, ça a été une course non pas forcément contre les McLaren, mais contre lui-même. Et il fallait retenir toute cette frustration de ne pas pouvoir dépasser les McLaren, et notamment Daniel Ricciardo. Bon, au final, il l'a dépassé, mais on sait pourquoi. Mais ouais, quelle frustration qu'il a dû contenir. C'est vrai que ça peut entacher un petit peu la note, entre guillemets, de cette course, mais je ne vois pas comment il aurait pu faire mieux, parce que les AlphaTauri, on le sait, c'est en ce moment assez compliqué, leur voiture. C'est pas aux performances auxquelles on est en droit de s'attendre par rapport à l'année dernière. Mais ouais, au moins il était là, il a pu lutter, il a pu pousser sa voiture à son potentiel maximum. Et d'ailleurs, quand on voit le classement par rapport à Yuki Tsunoda, il l'a écrasé. Donc franchement, Pierre Gasly, c'est un bon week-end. C'est vraiment un bon week-end pour lui. Ça va lui faire du bien de récupérer quelques points comme ça. Tant mieux, mais vraiment tant mieux pour lui. En 7e position, Lando Norris qui il s'est mis un petit peu des bâtons dans les roues un peu tout seul, malheureusement, avec ce départ raté, où il a dégringolé très rapidement. Mais il a su se ressaisir et remonter rapidement et avec une bonne stratégie de son écurie, il a pu remonter en 7e position. 7e position qui lui apporte du coup 6 points supplémentaires pour son écurie et 6 points pour son compteur accessoirement. C'est toujours bon à prendre, hein, 6-0. Bon, certes, les Alpines sont toujours devant, mais c'est des points qui peuvent faire la différence à la fin. Donc on prend. Bravo Lando Norris. Ensuite, en 6e position, Sergio Pérez. Là, c'est un peu compliqué d'analyser sa course, surtout que il a eu un problème avec les freins en début de course. Ça avait même pris feu d'ailleurs par moment. J'ai bien cru qu'il allait abandonner. Mais non, il a réussi à garder la voiture. Je me demande franchement comment il a fait parce que je me suis dit c'est bon, stop, arrêtez la voiture, ça va tout faire cramer, ça va faire péter le pneu. Mais bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont trouvé une solution miracle. Le seul truc sur lequel je m'interroge, c'est pas sur le pilotage de Sergio Pérez, c'est plus sur la stratégie de Ferrari. La stratégie de Ferrari. La stratégie de Red Bull, notamment pour le meilleur tour. Ça, j'avoue que je ne comprends pas parce que Sergio Pérez était sur le point de marquer plus de points. Il est en lutte pour être vice-champion. Très franchement, j'ai pas trop compris pourquoi on s'acharnait simplement pour un point pour enlever le point de Charles Leclerc. Alors, tu me diras, ça fait la différence, mais bon, là quand même, pour qu'il perde, il va vraiment falloir qu'il le fasse exprès. Là, c'est de toute façon, ça fait un moment que je le dis, mais Red Bull et comment et Ferrari, Red Bull non pas Ferrari, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, Red Bull et Verstappen, ils sont champions du monde. C'est clair et net. Hein. C'est pas encore officiel, mais ils le sont. Ils le sont. À moins qu'il y ait un drame, mais je veux pas souhaiter ça. Mais ouais, non, j'ai pas compris ça. Il y a que ça que j'ai pas compris.
Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il faut pas trop de points, parce que sinon, plus tu as de points, plus tu payes pour l'entrée l'année prochaine? Franchement, si c'est ça, c'est vraiment stupide. Hein. Mais ouais, non, très franchement, c'est le seul truc que je comprends pas. Mais autrement, Sergio Pérez, il a fait quand même une bonne course. Hein. Là-dessus, là, il pouvait difficilement faire mieux. Et avec la poisse qu'il avait sur cette course, franchement, chapeau bas. Ensuite, 5e, Lewis Hamilton qui nous a fait un show. C'était magnifique. Les remontadas, les dépassements. Ouais, franchement, c'était assez incroyable de voir un Lewis Hamilton qui a démarré en 19e position remonter comme ça de la sorte. Bon, il y a le moteur, évidemment, on le sait que c'est plus facile pour les Mercedes. Hein. C'est plus facile de faire des remontadas quand tu t'appelles Mercedes ou Ferrari ou Red Bull. Mais il faut le faire, hein, cette remontée. Hein. Il faut y aller. Hein. Donc, ouais, Lewis Hamilton, 5e, chapeau bas. Franchement, chapeau bas, magnifique, bravo. Quelle performance. Et ouais. Sachant que voilà, il a eu des pénalités, mais parce que les changements sur sa voiture, mais faut le faire. Bravo. Et Carlos Sainz, il était en feu. Punaise. Carlos Sainz on fire. Incroyable la remontée express de Carlos Sainz et pour décrocher une magnifique 4e position. Franchement, chapeau bas. Hein, bravo Carlos Sainz. Après, la seule petite au tableau, c'est les qualifications. Alors, est-ce qu'il avait vraiment pour consigne d'aider Leclerc pour avoir l'aspiration et au final, il a décidé de ne pas se préoccuper de ça et de faire sa propre course? Peut-être qu'il y a eu de ça, mais si c'est ça... attention, hein, ça fait plusieurs fois que Carlos Sainz montre qu'il n'est pas trop coopératif. Et encore, il y a des situations comme le Grand Prix de Grande-Bretagne que je comprends parfaitement pourquoi il n'a pas respecté la consigne d'équipe, hein, qu'on soit clair là-dessus. Hein. Mais ouais, attention, Sainz, ouais, non, il veut montrer que il existe, hein, mais s'il n'est pas coopératif, ça va être compliqué. Hein. Bon, tu me diras, maintenant on en est à un point où être coopératif, ça sert plus à rien parce que vu l'état du championnat, bah, autant jouer le championnat pilote et je le comprendrai parfaitement. Mais malgré ça, voilà, c'était pour moi un très bon week-end pour Carlos Sainz. Vraiment très bon week-end. Il pouvait difficilement faire mieux. 3e position, George Russell. Pareil pour moi, un très bon week-end. Là-dessus, ouais, encore une fois, il est régulier. Il termine toujours entre la 3e et la 5e position. Il rapporte des points. C'est incroyable, George Russell. Et ça en devient même frustrant de voir que il n'a pas une meilleure voiture que ça. Parce que s'il avait... mais bon, c'est si, hein. Vous vous rendez compte que si il y avait les 3 écuries à peu près au même niveau, vous vous rendez compte des batailles qu'on aurait pu avoir? On aurait pu potentiellement avoir 3, 4, voire 5, voire même 6 pilotes. 6 pilotes en train de lutter pour le championnat pilote. Ça aurait été beau. Mais bon, on fait comme ça. Et George Russell, il assure. Il fait le taf, mais il fait un taf magnifique. Vraiment très bon week-end. 2e position, Charles Leclerc. Je vais en parler plutôt à la fin. Parce que il y a une histoire de stratégie. Et je veux laisser le suspense sur ce que je pense de ça. Parce que il y a des choses à dire. Mais premier, Max Verstappen qui démarrait 7e suite à une pénalité de 5 places pour des changements sur sa voiture. Il était 2e. Et pourtant, Charles Leclerc n'avait pas eu d'aide pour faire les... remarque, Verstappen non plus n'a pas eu d'aide pour faire les chronos lors des qualifications. Mais par contre, pendant la course,
là, je m'incline. Hein. Là, je m'incline. Hein. Franchement, c'est... Et on peut dire il y a la voiture, ouais, il y a la voiture, mais il y a aussi le pilote. Et le pilote, exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, c'est excellent. Excellent week-end de la part de Max Verstappen. Hein. Franchement, il peut battre le record du nombre de victoires en une saison. Il est à 11 victoires actuellement. C'est la 5e consécutive. Et le record est à 13 victoires en une saison. Après, j'aime bien dire, ouais, bon, il va peut-être battre le record, mais relativisons un peu. Parce que, par exemple, les 13 victoires de Lewis Hamilton, bon, il faut les faire aussi. Hein. Mais par rapport aux 13 victoires qu'avait fait Michael Schumacher, ça, c'est plus impressionnant. Parce que le ratio par rapport au nombre de courses qui étaient prévues dans les calendriers était moindre. Donc, certes, et ça, je pense qu'il va le battre, hein, Max Verstappen, certes, ce sera un nouveau record, mais, il y a un mais bon, faut le faire. Hein. Je vais pas dire le contraire, faut le faire. Et c'est pas évident. Et le fait qu'il n'y ait que 2 pilotes qui aient réussi à faire 13 victoires jusque-là montre que ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'aisé. Alors évidemment, c'était la voiture pour, évidemment, mais là, je pense pas que... Bon, certes, il y a eu de l'aide extérieure par moment, mais bon, ça c'est... S'ils font mal la course, les autres, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Mais ouais, Red Bull, oui, il va faire le record. Il est bien parti pour. Et si les conditions sont réunies, il peut potentiellement être champion dès le week-end prochain à Singapour. Même si je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'il reste techniquement 6 courses et un sprint. Enfin, c'est compliqué. Il l'aura, hein. S'il ne l'a pas dans ce week-end, il l'aura après. Hein. Mais ouais, c'est... Autrement, tout ça pour dire... rien d'autre à dire sur Max Verstappen. Course parfaite, gestion des pneus parfaite, remontada parfaite. En 4 tours, hein, il est passé de 7ème à 3ème. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai rien à dire de plus. C'était excellent, tout simplement. Et maintenant, le cas de Charles Leclerc. Aïe, 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 aïe. La stratégie. C'est la stratégie qui a tout fait flinguer, malheureusement. Mais pourtant, c'était bien parti, hein, Charles Leclerc. Et voilà, il était premier. Bon, après, quand même, il y avait Max Verstappen qui rattrapait. Hein. Puis, il y a eu la virtual safety car provoquée par Sébastien Vettel. Ils ont tenté un truc. Et ça n'a pas marché. Bon. Est-ce que pour autant je considère que c'est vraiment une erreur stratégique? Alors évidemment, si on analyse évidemment d'un côté, là maintenant, t'as le résultat brut, ouais, c'est raté. Mais je trouve que c'était osé. Et ça aurait pu très bien fonctionner. Alors, avec l'écart actuel qu'on voit là, bon, c'est pas représentatif, hein, mais c'était à tenter. Franchement, c'était pas incohérent. Et ils imaginaient certainement, et même moi je me disais, quand il va mettre les pneus rouges, ça, bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout, mais je pense que ça aurait pu être difficile qu'il aille jusqu'au bout, sachant que voilà, on ne sait pas s'il y a la safety car, hein, on peut pas prévoir le futur. Hein. Mais ouais, j'étais en mode, bon, il reste 19 tours, il y a 1 seconde par tour à aller chercher, ça va être faisable. Malheureusement, les pneus rouges n'ont pas fonctionné comme prévu, ou plutôt les pneus médium et hard ont mieux fonctionné que prévu. Voilà, bon, c'est pas de bol. Hein. C'était une stratégie franchement intéressante. Là, je vais pas crier sur les stratèges parce que pour le coup, c'était une stratégie audacieuse, mais qui se tenait la route. Ça aurait pu fonctionner. Très franchement, ça aurait pu fonctionner. Et d'un côté, c'est pour ça aussi qu'on paye les stratèges. C'est pour faire des stratégies
qui peuvent être risquées, mais qui semblent quand même cohérentes. Là, pour le coup, j'estime très franchement que c'était une stratégie cohérente. Et d'ailleurs, pour parler de Ferrari, ça y est, enfin un week-end sans couac. Ou plutôt, si, ils ont eu leur couac. C'est pour ça qu'ils ont eu leur couac le jeudi en ayant un problème de frein sur les transporteurs. Parce que pour ceux qui savent pas, les camions de Ferrari, leurs freins ont pris feu. Donc voilà. Vaut mieux que ça arrive là que pendant le week-end. Si c'est la seule tuile, ça me va, moi. Vaut mieux que ce soit une tuile comme ça que pendant la course. Mais ouais, non, c'est important de préciser que là, ça s'est déroulé sans accroc. Que la seule fausse note, entre guillemets, du week-end, c'est d'avoir osé. C'est d'avoir osé, d'avoir tenté, mais de ne pas être récompensé. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de cette stratégie, si vous pensez vraiment que c'était une connerie ou que c'était osé, mais que ça aurait pu fonctionner. Je sais pas ce que vous pensez de ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires là-dessus. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a eu la voiture de sécurité qui aurait pu relancer la course entre Max Verstappen et Charles Leclerc et entre d'autres pilotes. Mais au final, ça ne s'est pas fait. Alors, est-ce qu'il fallait mettre une voiture de sécurité? Fallait-il mettre un drapeau rouge? Sur l'instant T, très franchement, je suis complètement d'accord. Il faut un drapeau jaune, puis une safety car. Le seul véritable reproche que je pourrais faire vraiment, c'est le fait qu'ils aient mis du temps à mettre cette safety car. Il y a eu facilement 1 minute avant qu'elle soit enclenchée, et ça, c'est un truc que je ne comprends absolument pas. Même depuis Zandvoort, c'était le cas. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu attendre 1 minute pour enclencher cette safety car. Je ne sais pas si c'est par rapport à des pilotes, voilà, ils regardaient où étaient les pilotes pour la course, je ne sais pas. Toujours est-il que ça, je ne comprends absolument pas. Pourquoi pas au bout de 30 secondes, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à souligner. Est-ce qu'il fallait mettre un drapeau rouge? Au vu de la situation, comment ça s'est déroulé, on pourrait dire que oui, mais ça j'insiste là-dessus, le fait de mettre une safety car, ce n'est pas incohérent et c'était tout à fait compréhensible. Et vu le nombre de tours qu'il restait, ça semblait faisable que ça se fasse avec une safety car et on relance pour 1 ou 2 tours. Au final, ça ne s'est pas fait. Et bah, évidemment, bon, je sais que j'essaye d'éviter au maximum d'en parler, mais parce qu'il faut tourner la page. Mais évidemment, tu es obligé de comparer à ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Tu es obligé. Et mine de rien, il y a beaucoup de situations très similaires. Bon, il y avait le fait que Latifi c'était un accident et que Daniel Ricciardo, lui, c'est juste un arrêt. Et dans les deux cas, l'utilisation de la safety car n'est pas incohérente. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, si vous voulez mon avis sur la fin de course de Grand Prix d'Abu Dhabi, je vous renvoie vers cette vidéo. Oui, c'est de l'auto-promo. Mais voilà, je vais essayer de distinguer vraiment les points communs et de dire en quoi c'est pas nécessairement incohérent et est-ce qu'il y a potentiellement des choses à améliorer. Déjà, le premier truc qui ne va pas, bon je l'ai dit, c'est en termes de procédure pure, en tout cas pour le déclenchement, je trouve que c'était trop tard. Je ne sais pas si c'était le cas, parce que j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs et en même temps, j'ai été concentré sur autre chose pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Je ne sais pas si ça avait duré autant de temps avant le déclenchement d'une safety car pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, mais voilà, si quelqu'un peut confirmer. Toujours est-il que je trouve, voilà, comme je l'ai dit, le temps très long pour l'enclencher. Et le deuxième problème, je pense que c'est plus d'ordre technique parce que après il y a peut-être les procédures que je ne connais pas par cœur et que je ne connais pas, hein, pour être très sincère. Il doit y avoir certainement une checklist du genre est-ce que les pilotes sont bien regroupés? Est-ce que on peut
est-ce qu'on peut dégager la voiture, tout ça. Je ne sais pas comment c'est fait, mais les procédures doivent être suivies à la lettre, et c'est ce qui a été fait. Ça a été suivi à la lettre. Ils ont pris malheureusement beaucoup trop de temps. Est-ce qu'il y a un moyen de raccourcir ça? Il y a peut-être un moyen, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment la faute de la procédure aussi? Parce que ces procédures, elles sont là pour la sécurité. Et le but, c'est que tous les pilotes soient en sécurité et qu'on puisse évacuer aussi la voiture dans les meilleures conditions et que les commissaires ne soient pas gênés pour faire les manipulations. Donc il y a énormément de choses à gérer. Et donc voilà, ils ont essayé d'évacuer la voiture, mais ça a été long. Et là, je me pose aussi la question, si c'est pas forcément un problème de procédure, c'est peut-être un problème de préparation ou d'emplacement pour celui qui organise le circuit, c'est-à-dire le promoteur. Après, vous allez me dire, mais on peut pas être partout, et ça, je suis bien d'accord. Mais quand je vois, par exemple, que le Grand Prix de Monaco, il y a un crash, peu importe où c'est, en 2-3 tours, c'est fait, on enlève tout. Alors, je parle bien sûr quand c'est un crash du genre, voilà, où la voiture est entière, parce que si c'est du crash à la Schumacher à Monaco, bah, évidemment, t'arrêtes la course. Mais je comprends pas que à Monaco, on débarrasse le tout en 3 tours et que là, il faut 8 tours pour tout se débarrasser. Déjà. Il y a peut-être un truc à revoir avec tous les promoteurs pour faire en sorte que tout soit plus rapide. Parce que ça, c'est. Je veux bien admettre que ça, c'est inadmissible. C'est beaucoup trop long. Et en plus, ça nous prive d'un combat acharné entre Verstappen et Leclerc. Mais bon, jusque-là, on est quand même dans les procédures qui sont respectées. Ensuite, quand il termine tout ça, on est au 51e tour, à peu près. Et il y avait pas mal de retardataires qui avaient dépassé la voiture de sécurité. Sauf que les retardataires qui ont dépassé la voiture de sécurité, c'est qu'ils étaient entre la voiture de sécurité et Max Verstappen. Et le règlement est assez clair. Pour pouvoir relancer, il faut que celui qui soit en tête soit derrière la voiture de sécurité. Et que les voitures se soient regroupées. Il faut impérativement que les voitures soient regroupées. Mais là, on était condamné malheureusement à terminer sous la safety car. Maintenant, on aurait pu se dire, ça va, c'est évacué, c'est bon, il y a quelques retardataires entre les deux, bon, on n'a qu'à les laisser passer et voilà. Alors, ils auraient peut-être pu laisser passer les retardataires, mais on était au tour 52 sur 53. Et quand bien même qu'on laisse passer les retardataires, il fallait attendre un tour supplémentaire. Donc du coup, ça aurait fait une relance au tout dernier tour. Donc ça aurait fait tour 53, on prépare, comme ça s'est passé, la relance de course. Et au final, il n'y a pas de relance de course. On était condamné. Le seul autre moyen, c'était de relancer avec les retardataires entre les deux. Mais le règlement est un peu pervers là-dedans. C'est du genre, ouais, techniquement, le directeur de course a le choix entre redémarrer la course en laissant les retardataires ou redémarrer la course après avoir laissé passer les retardataires. Mais au vu de comment le règlement est fait, le seul moyen était de laisser les retardataires partir devant. Parce que ce qui empêcherait techniquement les retardataires de dépasser, ce serait un problème de sécurité qui serait jugé beaucoup trop important. Après, là, c'est le problème de l'interprétation, encore une fois, mais je pense que c'était très difficilement faisable de faire mieux là-dessus. Et quand bien même qu'il laisse partir les retardataires pour le tour 52, il faut faire un autre tour complet. Après, sinon, t'as beau avoir un règlement qui te dit tu fais n'importe quoi,
une ligne de règlement qui dit que le directeur de course fait ce qu'il veut avec la voiture de sécurité. Mais dans ce cas-là, ça servirait à quoi d'avoir toutes les procédures avant? Et je rappelle que c'est à cause de ça qu'on a eu la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est justement à cause de ça, à cause du fait que le directeur de course s'est dit le règlement, non, bah vas-y, hein, je m'en fous, hein, voilà, je relance la course. Ce qui me fait penser que, voilà, ce qui fait avoir énormément de doutes sur la sincérité de Michael Masi là-dessus. Et de toute façon, je le développe dans la vidéo, mais que je vous ai mis en fiche. Où ça sentait vraiment qu'il fallait vraiment qu'il y ait le spectacle, il fallait vraiment qu'il y ait terminé sur un tour de course. Là, on pourrait dire, ouais, ben, d'un côté, tu te dis que t'aimes pas comment ça s'est terminé au Grand Prix d'Abu Dhabi et t'aimes pas comment ça s'est terminé au Grand Prix d'Italie, il faut choisir. Ouais, ben, moi je te dis, à choisir, je préfère qu'on termine sous la safety car tout en respectant les procédures plutôt que d'essayer de manipuler le règlement et de dire bah vas-y, moi j'utilise ce règlement là qui est d'un espèce de 49.3 pour dire vas-y, je fais ce que je veux pour relancer la course et pour certainement faire plaisir aux téléspectateurs et pour le spectacle. Moi voilà, moi je suis très clair là-dessus. Je préfère 1000 fois de la manière dont ça s'est terminé le Grand Prix d'Italie par rapport au Grand Prix d'Abu Dhabi, parce que bon, ils ont changé tous les deux les pneus. Voilà, bon, là, c'est vrai que ça passe mieux. Mais très franchement, si c'était pour voir Charles Leclerc dépasser Max Verstappen parce qu'ils ont décidé que le dernier tour se jouerait alors qu'on n'a pas respecté le règlement, là, j'aurais gueulé aussi. J'aurais gueulé. Même si Charles Leclerc, j'ai vraiment une grosse préférence sur Charles Leclerc, mais bon, c'est mal barré, certes, mais même en ayant cette préférence pour Charles Leclerc, j'aurais pas souhaité ça du tout. Mais vraiment, pas du tout. Après, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'il fallait mettre un drapeau rouge? Comme je le dis, c'est pas incohérent, mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, l'IndyCar notamment, quand il y a un incident à quelques tours de la fin, d'ailleurs c'était arrivé lors de l'Indy 500 cette année, en 2022, ils ont mis un drapeau rouge direct, le temps de nettoyer la piste et de faire en sorte qu'on puisse terminer sous un drapeau vert. Il restait 5 tours et il y a eu relance de course juste après. Est-ce qu'il faudrait en arriver là? Même là, je suis pas tout à fait d'accord parce que ça casse le truc et quand bien même qu'un drapeau rouge, pour moi, il faut vraiment qu'il soit utilisé pour stopper la course et vraiment prendre le temps de bien nettoyer la piste, surtout quand c'est un accident grave. Il faut vraiment que ce soit utilisé dans des trucs vraiment très graves. Bah, là, je suis pas d'accord non plus. C'est compliqué, hein, mais parce que quelque part ça fausse la course, ouais, mais il faut penser aussi à la sécurité. Je prends par exemple le Grand Prix d'Azerbaïdjan de 2021. Certes, on pouvait dire que c'était bizarre, tout ça, mais il y avait des raisons de sécurité derrière pour mettre un drapeau rouge aussi. Certes, tu fais une course de 2 tours qui est pas représentatif du tout de tout ça, mais voilà, c'est compliqué, il n'y a pas de solution miracle. Et quand bien même, si jamais on arrive à un point où dans le règlement on dit très clairement les derniers tours, quoi qu'il arrive, on met un drapeau rouge en cas d'incident. Ok, mais dans ce cas-là, faudrait pas faire de départ lancé. Hein. Faudrait pas faire de départ arrêté. Pour moi, je le dis encore une fois, vidéo en fiche, voilà, dans des 5 décisions bizarres de Masi. Mais pour moi, il ne faut pas de départ arrêté. Un départ arrêté, c'est simplement pour les premiers tours, c'est tout. Je veux bien admettre, par exemple, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, parce que ça a été très rapide et on n'a pas eu le temps de faire un tour. Ça, je suis plutôt d'accord. Dans les premiers tours, je veux bien l'admettre, mais quand on est en milieu de course ou vers la fin, un autre départ arrêté, je suis pas spécialement pour. Hein. Après, quand tu regardes le règlement, techniquement, tout pousse vers un départ arrêté. Tout est écrit pour que ce soit
un départ arrêté en priorité. Mais ouais, c'est pas une solution miracle. Et puis d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça peut aussi amener à des abus. Alors après, techniquement, les drapeaux jaunes et les safety cars, le fait de provoquer ça, bon, ça peut aussi amener à des abus. C'est vrai que l'abus que j'ai en tête là-dessus, c'est le Grand Prix de Singapour de 2008 qui a permis à Renault d'avoir une victoire et à Fernando Alonso de gagner une course. On sait très bien comment ça s'est terminé au final là-dessus. Hein, et au pire, si vous ne savez pas, vous mettez polémique Singapour 2008, vous trouverez des informations là-dessus. Mais après, c'est peut-être voir des complots partout, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire maintenant, les écuries ont pas trop intérêt à faire ça non plus. Hein, aujourd'hui, depuis ce triste événement. Parce que techniquement, si jamais tu réussis à provoquer ça, ça veut dire que tout le monde est au même niveau, on change tous les pneus et ça laisse une seconde chance à quasiment tous les pilotes. Après, il y a tout qui peut être abusé. Hein. Les lois, il y a toujours entre guillemets un bug exploit là-dedans. Il y a toujours quelque chose, une zone grise qu'on essaye de trouver. C'est vrai que maintenant, je préfère me dire qu'ils vont pas tenter ça, mais bon, c'est vrai que des fois, je comprends que ça peut être tentant pour certaines écuries, mais bon, je sais pas. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais après, voilà, ça peut être une solution. Mais quoi qu'il arrive, je suis pas fan de tous. Hein. De toutes les solutions, je suis vraiment pas fan. Il y a toujours le lot de trucs, des avantages. Il y a toujours le lot des avantages, dont notamment l'avantage numéro 1, la sécurité. Mais si c'est pour maintenir artificiellement un spectacle, chose que fait beaucoup plus le drapeau rouge, je ne suis pas du tout d'accord. Maintenant, s'il faut du spectacle, ici il faut impérativement rendre le tout spectaculaire au détriment de la méritocratie, entre guillemets, allez, s'il faut un drapeau rouge, comme je le dis, c'est départ lancé. Point. Et même avec ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense surtout qu'il faut, il faut revoir la procédure. Alors, pas de la safety car en elle-même, hein, parce que vous aurez pu me dire, ouais, ils auraient pu repartir, mais le problème pour faire repartir une safety car, il faut qu'il y ait plusieurs conditions. Il faut d'abord que dans un premier temps, toutes les voitures soient réunies. Et une fois que toutes les voitures sont réunies, on peut laisser partir les retardataires et on lâche la voiture de sécurité un tour après. Donc ça veut dire que si on est, par exemple, on relâche tous les pilotes tour 49 et qu'au tour 50, tous les pilotes retardataires sont passés, donc ça veut dire qu'on relâche, qu'on laisse la course au tour 50. Si ça prend 2 tours pour relâcher tous les retardataires, ça prendra 2 tours. Et ça peut paraître un peu naze comme règlement, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et je pense pas que le problème vienne de là en particulier, même si voilà, c'était un peu le bordel pour remettre tout le monde sur pour regrouper tout le monde. Je pense surtout que, comme je l'ai dit, le problème vient du fait que c'était beaucoup trop lent pour évacuer la voiture. Je pense que c'est surtout ça le problème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça là-dessus. Il y a des choses à améliorer, ça j'en suis certain. Voilà. Ce qui fait donc que Charles Leclerc, deuxième, il a fait quand même, mine de rien, un très bon week-end. Mais bon, s'ils ont essayé. Alors, très bon week-end par rapport au fait qu'il a très bien piloté et qu'il s'est donné à fond. Et évidemment, en termes de résultats, c'est raté, quoi. Bon, tu me diras, 18 points, faut déjà les marquer. Mais bon, quand tu t'appelles Ferrari
et que le but c'est d'être premier, que tu peux tenter régulièrement la première position, ouais, bah là c'est décevant. Surtout que c'est encore une déconvenue, mais c'est pas, tu vois, comme je le dis, le problème de stratégie, c'est que c'était risqué, ouais. Il y avait c'était un risque mesuré quelque part. Et il y a eu aussi un peu de chance quand tu y penses sur cette stratégie parce que la voiture de la Virtual Safety Car s'était arrêtée beaucoup trop tôt pour eux. Donc ça aurait pu encore plus mal tourner, je pense. Donc ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Charles Leclerc, très bon week-end mine de rien pour lui, mais pas le résultat escompté. Ce qui fait que classement pilote, bon bah il n'y a pas trop de changements, si ce n'est que Charles Leclerc se détache un petit peu de Perez, pardon. Et comme je le dis, je comprends pas que Red Bull ait sacrifié Perez, parce que mine de rien, lui aussi est dans le championnat pilote. Hein, ça lui ferait du bien aussi d'être vice-champion, à défaut d'être champion. Et au moins ça assoirait la domination de Red Bull, qui est déjà présente dans le championnat constructeur. Et autrement, bah, pas de gros changements de position, hein, mine de rien. Si ce n'est que Pierre Gasly passe devant Kevin Magnussen. Donc à égalité de points, mais avec de meilleurs résultats. Et Nick De Vries, mine de rien, marque 2 points, comme je l'ai dit. Et ce qui fait un total de 6 points pour Williams. Et Nicolas Latifi, c'est quand même la loose. Encore une fois, je vais remuer encore le couteau sous la plaie. Mais quand tu te rends compte que les 6 points marqués par Williams, c'est par Alexander Albon et Nick De Vries qui n'a qu'une seule course à son compteur, ça la fout mal. C'est vraiment très très mal. C'est pas bon du tout, ça sent pas bon du tout. Et pour le classement constructeur, mine de rien, bon, comme je l'ai dit, Alpine perd quelques points mais reste 4ème. Mais As est en train de perdre énormément de terrain et AlphaTauri peut potentiellement marquer suffisamment de points et même jouer la 7ème position. Ah, que c'est dommage pour As. Moi qui pensais en début de saison qu'ils n'étaient pas classés là où il fallait, alors parce qu'ils avaient une voiture plutôt performante, hein, mais bon, les erreurs des pilotes ont fait que hein, aussi. Mais là, ouais, ben, ça va être leur place. Hein. J'ai rien d'autre à dire. C'est Ferrari, pardon, parce que je regarde le classement sur F1.com, donc c'est marqué As Ferrari. Mais les As, ouais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a quand même un truc assez intriguant, c'est que Aston Martin, quand j'y pense, ils ont 25 points, et pourtant ils sont régulièrement derniers. Je trouve même que c'est une impression, il faudrait que je vérifie ça dans les stats, mais l'impression que j'ai, c'est que Aston Martin, par rapport à Williams, ils sont pas forcément meilleurs. Je pense savoir pourquoi je pense ça, c'est parce qu'en qualification, elles sont pas très bonnes, mais par contre, après, elles ont tendance à remonter pendant les courses. Ouais. Mais bon, ça change rien au fait que ils sont toujours 9e pour Aston Martin et 10e pour Williams. Mais les 2 points, on prend. Voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du Grand Prix Dans l'ensemble, quand même, c'était un bon moment. Il y avait évidemment l'histoire de la stratégie qui nous a intrigués, qui aurait pu fonctionner, mais le problème, c'est que soit les pneus rouges fonctionnaient pas suffisamment bien, ou soit les pneus jaunes et blanches ont fonctionné beaucoup mieux que prévu. Toujours est-il que c'est comme ça. Et il y avait aussi quelques jolis dépassements derrière et la lutte avec Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, quelques dépassements osés, notamment avec Lewis Hamilton qui réussit à dépasser Gasly et Ricciardo, Mick Schumacher, qui réussissait à dépasser Latifi d'une manière assez osée aussi, mais
clean, hein, toujours clean. Voilà, et Max Verstappen, lui, il s'est dépassé apparemment, heureusement, parce que l'année dernière, c'était pas trop ça. Et ouais, faut bien, j'aime bien remuer le couteau dans la plaie hein, par moment. Hein. Et en même temps, le fait que je l'aime pas, ça n'aide pas non plus. Mais tout ça pour dire que ouais, c'était une bonne course hein, et malgré la safety car, ouais, on s'est pas ennuyé. Hein, pour moi, un joli 14 sur 20. Hein. J'aurais préféré que ça se termine autrement, mais bon, je préfère que ça se termine comme ça que à la Abu Dhabi. Voilà, voilà. Bon, ben c'est sur ça qu'on va se laisser et on se retrouve dans 3 semaines pour le débrief du Grand Prix de Singapour. Et autrement, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu, dire ce que vous avez pensé du Grand Prix, du week-end et de tous les sujets que j'ai abordés ou pas abordés hein, aussi. Hein. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà, bon ben sur ce, je vous dis ciao.